Juste l'introduction, donc c'est pas trop grave. Voilà. Donc, on vous enverra un petit mail avec la présentation et de manière à ce que vous puissiez avoir accès à toutes ces informations. Alors, donc, on se répète un petit peu, mais c'est important de le souligner. Donc, le séjour étudiant ne s'adresse pas aux inscriptions dans des écoles privées, aux études secondaires, même pour les 7e années spéciales, aux inscriptions comme élève ou sur base d'un contrat d'examen, ni pour les études à temps partiel. Voilà. Et donc, on en a parlé aussi, il y a 2 manières de l'obtenir. Il y a la demande de visa D, ça c'est pour l'étudiant qui se trouve encore à l'étranger. Et puis, il est possible aussi pour l'étudiant qui se trouve déjà en séjour légal en Belgique. Alors, par séjour légal, on entend soit l'étudiant qui arrive avec un visa valable, qui fait une déclaration d'arrivée auprès de la commune et qui, durant la validité de sa déclaration d'arrivée, introduit un dossier complet auprès de la commune. Et on entend aussi l'étudiant qui est déjà autorisé au séjour sur une autre base. Par exemple, ça pourrait être un étudiant qui est venu d'abord travailler pendant 1 an comme jeune au pair et qui souhaite poursuivre des études, ou bien un étudiant qui a travaillé pendant un certain temps, se rendre compte qu'il aurait peut-être besoin de faire un master complémentaire pour pouvoir mettre une corde supplémentaire à son arc et renforcer peut-être ses chances soit de trouver un emploi, soit un meilleur emploi. Et dans ce cas-là, la demande, mais uniquement dans ce cas-là, la demande peut être introduite en Belgique. Donc, un étudiant étranger qui se trouve en séjour illégal en Belgique, donc qui n'a même pas un visa valable, ne pourra pas introduire une demande de séjour étudiant en Belgique. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Voilà. Donc, je vais céder la parole à Maître Palsterman qui va vous parler des 5 erreurs qui mènent au refus. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on en vient aux 5 erreurs qui mènent un refus de visa ou de séjour. La première erreur, c'est d'avoir un projet d'études qui est incohérent. Alors, ça peut être dans le cas d'une réorientation académique et dans le cas où l'étudiant ne va pas expliquer les changements qu'il va, donc ces changements dans son orientation académique. Par exemple, l'étudiant a commencé à la KU Leuven. Au vu de la difficulté, il se réoriente, par exemple, vers l'établissement Odyssée et n'explique pas le changement d'orientation, ne justifie pas cette nouvelle orientation. Alors, on peut aussi avoir le cas d'un parcours antérieur qui n'est pas en lien avec les études envisagées. Comme Maître El Habil a dit, l'étudiant doit avoir terminé ses études secondaires et peut, par exemple, avoir commencé un premier bachelier dans son pays d'origine, par exemple en gestion, et venir après en Belgique commencer des études de médecine, par exemple. À ce moment-là, l'étudiant doit pouvoir justifier son intérêt pour les études de médecine malgré son premier bachelier, par exemple, en gestion. Alors, on va aussi regarder les résultats qui ont été obtenus dans la matière concernée dans le pays d'origine. À nouveau, l'étudiant qui a commencé des études de gestion, par exemple, et qui n'aurait pas réussi dans son pays d'origine, et puis vient demander un visa étudiant pour, par exemple, poursuivre des études de médecine qui sont réputées pour leur niveau de difficulté, l'Office étranger va éventuellement se poser la question de savoir si l'étudiant pourrait poursuivre ses études de manière optimale. Et enfin, le fait de ne pas être dans la capacité d'expliquer son choix d'études pour la Belgique, pour l'établissement en question, ou même le choix d'études de base. Donc, on reprend l'exemple de l'étudiant qui aurait commencé ses études de gestion dans son pays d'origine, mettons par exemple au Maroc, et qui souhaite ensuite venir étudier la médecine en Belgique et qui choisit par exemple un établissement néerlandophone et qui du coup ne peut pas justifier la raison pour laquelle il veut étudier par exemple dans un établissement néerlandophone et d'autres études que ce qu'il a déjà effectué. Et donc, cela va être analysé au moment où on va déposer la demande de visa, mais aussi dans le cadre d'une interview avec un agent de l'ambassade qui va justement poser des questions et vérifier l'intérêt et la connaissance de l'étudiant sur ses études en Belgique. La deuxième erreur se situe au niveau des moyens de subsistance suffisants ou alors mal prouvés. Donc, on a des situations où en soi, l'étudiant dispose de moyens suffisants, mais ne les démontre pas à suffisance. Alors, il faut savoir que le montant minimum exigé pour l'année 2025-2026 sera de 835 € net par mois. Ce sera indexé chaque année, donc il faut vraiment faire attention à l'indexation. Et alors, il y a plusieurs possibilités de démontrer justement ces ressources. La première possibilité, c'est via une bourse ou un prêt, donc d'une organisation internationale, d'une autorité nationale
d'une communauté, région, province ou commune en Belgique, ou encore de l'établissement directement. Mais il faut que ce soit officiel et il faut pouvoir le démontrer par une attestation qui a valeur de droit. Ensuite, on peut démontrer les moyens de subsistance suffisants par un engagement de prise en charge, qu'on va appeler une annexe 32, qui devra être signé par un garant en Belgique. Le garant, donc en Belgique ou à l'étranger, le garant, il doit démontrer des revenus stables, réguliers et suffisants. Donc ça va être analysé par l'Office des étrangers via le petit calcul qu'on vous a mis ci-dessous. C'est-à-dire qu'il faut disposer d'un minimum de 2131,28 euros net par mois, donc après impôts et charges sociales. Et on cumule à ce montant les 835 euros net par mois que l'étudiant doit démontrer pouvoir disposer. Et donc, on arrive à un montant de 2966,28 euros net par mois. Et on va aussi analyser la situation du garant par rapport à sa composition de ménage, mais également par rapport aux autres engagements de prise en charge qu'il a déjà pris. Par exemple, un garant qui a déjà plusieurs personnes à sa charge via des engagements de prise en charge pour d'autres étudiants. Donc, on serait peut-être dans une situation où il y aurait un refus pour, par exemple, le 5e ou le 6e étudiant, malgré que le garant dispose de ses moyens suffisants. Et cet engagement de prise en charge est vraiment contrôlé à chaque renouvellement de séjour. Donc, c'est très important de bien s'assurer que le garant dispose toujours de revenus suffisants. Alors, comment est-ce qu'on peut être garant ? Le profil du garant, c'est une personne qui est âgée d'au moins 18 ans, donc qui est majeure, et qui doit être l'une des personnes suivantes. Donc, soit sa personne est belge, soit la personne est un citoyen de l'Union européenne qui a un séjour de plus de 3 mois, soit en Belgique, soit dans l'Union européenne. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un garant qui est espagnol, mais qui réside au Maroc, par exemple, alors il faut pouvoir démontrer que cette personne est un membre de votre famille jusqu'au 3e degré. Donc, ça, c'est la 4e catégorie. Ou enfin, un ressortissant de pays tiers qui réside en Belgique ou dans l'Union européenne, qui dispose d'un séjour illimité. D'accord ? Donc ça, c'est important. Par exemple, si votre garant est une personne qui travaille sous permis de travail, par exemple, un permis unique, même s'il dispose de revenus suffisants, ne pourra pas être garant s'il n'a pas de membre si ce n'est pas un membre de votre famille, puisqu'il ne dispose pas d'un séjour illimité. Au niveau de la capacité financière, donc on en a parlé juste avant. Et ensuite, donc on va devoir justifier les revenus suffisants du garant selon justement le statut qu'il a. Donc pour les salariés, on va produire 3 fiches de paie récentes ainsi que son contrat de travail. Il est préférable d'avoir un contrat de travail qui est déjà d'assez longue durée, si possible un CDI, si possible de 12 mois. Et alors, pour les indépendants, on va apporter des documents officiels qui prouvent les revenus nets et bruts. Donc, quand on parle de documents officiels, on ne parle pas de documents directement comptables, mais bien de documents qui ont été officiellement présentés au SPF Finance. Et donc, c'est important de pouvoir démontrer les revenus tels que déclarés. On peut aussi apporter la preuve des paiements des cotisations sociales, l'inscription à la BCE, et puis d'autres documents complémentaires tels que les documents comptables. Mais c'est important de ne pas, par exemple, seulement se limiter avec des extraits de compte. Alors, les points d'attention, donc les aides sociales ne sont pas prises en compte, donc le revenu d'intégration sociale du CPS, le chômage, les allocations familiales, etc. Et l'annexe 32 doit être légalisée, soit à la commune de résidence en Belgique, si le garant réside en Belgique, soit au poste diplomatique de son lieu de résidence ou d'origine. Si on présente l'annexe 32 auprès du poste diplomatique, alors la mention solvabilité suffisante est obligatoire pour pouvoir produire l'annexe 32. Alors, la troisième possibilité pour pouvoir démontrer les moyens de subsistance suffisants, c'est par le blocage d'une certaine somme. Donc, c'est une somme équivalente à 12 mois, donc 12 fois 835 euros. Donc, cette année, ce sera 1020 euros. À nouveau, les 835 euros sont indexés chaque année. Et donc, chaque année, ce montant augmente. Alors, on bloque ce montant, c'est-à-dire que l'université va ouvrir un compte pour spécifiquement ce montant et va libérer chaque mois le montant minimum, donc de 835 euros, vers l'étranger. Ça veut dire que même si vous bloquez cette somme, elle vous sera bien sûr rétribuée chaque mois. Et alors, point d'attention important, c'est que l'Office étranger, pour le moment, n'accepte plus que les attestations de virement irrévocables, donc AVI, qui sont établies par les deux sociétés mentionnées, donc Studly et Ready Study Go International. Alors, la quatrième possibilité,
c'est dans le cas où on a une caution bancaire. Donc, c'est semblable à ce que je viens d'expliquer donc, par rapport au compte bloqué de l'université, mais sur un compte ouvert par rapport à justement ces sociétés. Nous, ce qu'on conseille souvent aux clients, c'est de privilégier justement cette troisième option, si bien sûr les moyens financiers le permettent. Alors, la cinquième possibilité, rapidement, ce serait des preuves de revenus d'une activité légale en Belgique qui est bien sûr en dehors du temps consacré aux études. Par exemple, on a un étudiant qui viendrait initialement avec une annexe 32, mais qui finalement donc, a un job d'étudiant. Et alors là, ce serait peut-être plus pour le renouvellement pour lequel on va faire une masterclass spécifique. Mais donc, si cet étudiant travaille 20 heures par semaine, en dehors de ses heures d'études, donc bien sûr, l'Office étranger va vérifier le programme d'études et vérifier que l'horaire de travail ne vient pas interférer. À ce moment-là, l'étudiant peut aussi démontrer ses revenus via son job d'étudiant. Bien sûr, on peut aussi justifier de ses revenus via une subvention ou une indemnité, mais pas par le CPS ni le chômage. Et donc, chaque dossier fait l'objet d'un examen individuel qui vient tenir compte justement de la situation personnelle de l'étudiant. Alors, la troisième erreur qu'il ne faut pas commettre pour son dossier de visa ou de séjour étudiant, c'est de ne pas respecter les délais. Alors, pour la première demande de visa, il faut introduire idéalement au plus tard le 15 juillet. Bien sûr, les étudiants peuvent donc introduire leur demande au préalable, mais donc ça nécessite d'avoir déjà pris contact avec l'établissement d'études où on souhaite faire ses études et pouvoir avoir au moins son inscription avant le 15 juillet. Mais donc, les demandes qui sont introduites tardivement, par exemple début septembre, ont peu de chances ou moins de chances d'aboutir favorablement avant le début de la rentrée académique. Les demandes qui sont introduites en Belgique doivent l'être sous déclaration d'arrivée ou visa valable, comme Maître Alabi l'a dit. Si la demande est introduite après la déclaration d'arrivée ou après l'expiration du titre de séjour, même s'il s'agit par exemple de 1 ou 2 jours, ne seront pas considérées comme une demande de séjour étudiant en séjour légal et pourront être rejetées pour ce motif-là. Alors, si par exemple vous vous retrouvez sous déclaration d'arrivée, donc votre déclaration d'arrivée expire par exemple le 14 octobre et que vous êtes par exemple le 9 octobre et qu'il vous manque par exemple un document, on vous conseille d'introduire votre demande en justifiant qu'il vous manque par exemple un dernier document que vous pourrez fournir dans les 15 jours suivant l'introduction de la demande. Et alors, à nouveau, on fera une masterclass spécifique pour le renouvellement, mais c'est très important pour le renouvellement de séjour de savoir qu'il faut introduire la demande de renouvellement avant l'expiration de la carte de séjour et en fait, au moins 15 jours avant l'expiration de sa carte. Alors, la quatrième erreur, l'avant-dernière, concerne le non-respect du nombre de crédits à attendre. Donc, à nouveau, comme Maître Alabi l'a expliqué, on a d'abord un nombre de crédits pour lequel on doit justifier de son inscription. Et ensuite, on a un nombre de crédits que l'on doit acquérir au fur et à mesure. Et donc, après deux premières années d'études, il faut avoir atteint au moins 45 crédits. Après 3 années, 90. 4 années, 135. Si on ne parvient pas à obtenir ce minimum de crédit, il faut pouvoir le justifier. Alors, vous pouvez le faire de manière proactive dans le cadre de votre renouvellement de séjour, ou bien l'Office étranger vous invitera potentiellement à y répondre via un droit d'être entendu. Alors, toujours par rapport à ces crédits, donc là, je viens de vous expliquer par rapport au bachelier, il y a la même règle pour le master, mais avec différents nombres de crédits, donc 60 après 2 années, 120 après 3 années. Par rapport au crédit, toujours, on va faire un point d'attention par rapport à l'année préparatoire. L'année préparatoire est très importante d'abord pour l'étudiant pour pouvoir commencer ses études de manière préparée, justement. Mais il faut aussi faire attention à cette année préparatoire parce qu'elle est comptabilisée comme année d'études. Il y a certaines situations où l'étudiant commence une année préparatoire, ne la termine pas, ou ne réussit pas tous les examens qu'il doit présenter. Et finalement, s'inscrit à ces années et ne fait plus attention à cette première année. Donc, il faut vraiment faire très attention à cela. Aussi, si vous avez cumulé déjà une première année d'échec dans une formation
qui est supérieure à celle que vous êtes en train d'effectuer. Donc, les années précédentes à votre parcours actuel sont aussi comptabilisés. Et ceux qui qui ont fait l'objet d'une dispense vont être pris en compte donc favorablement. Par exemple, vous passez de la KUL en bachelier de gestion, vous avez atteint par exemple 5 crédits. Ces 5 crédits vont être comptabilisés comme des crédits acquis, bien sûr, pour votre prochain parcours à l'Odyssée, par exemple. L'Office étranger peut exiger donc des informations complémentaires sur ce parcours et il faut y répondre dans les 15 jours. Donc ça, c'est vraiment aussi un point d'intention. C'est lorsque vous vous engagez dans des études en Belgique, d'être particulièrement attentif et diligent aux courriers que vous pouvez recevoir chez vous et y répondre le plus rapidement possible et en tout cas dans le délai requis. Et alors, la toute dernière erreur à bien sûr éviter, c'est lorsqu'il y a des suspicions d'autres finalités que les études. Donc, Maître Alabi l'a aussi évoqué dans le cadre de son introduction. Lorsque vous venez faire des études en Belgique, vous devez vraiment venir faire des études en Belgique. Ça paraît un peu simple, mais en fait, c'est très important. Il faut vraiment pouvoir connaître votre projet d'études, savoir pourquoi est-ce que vous venez étudier en Belgique, pourquoi est-ce que vous venez étudier dans une certaine langue, dans un certain établissement. Et donc, il ne faut pas justement démontrer des incohérences par rapport à votre déclaration dans le cadre de l'entretien dont on a parlé ici avant. Il ne faut pas non plus travailler plus d'heures que normalement autorisées, donc maximum 20 heures par semaine. Et il ne faut pas démontrer une faible implication dans vos études, une absence répétée au cours, ou alors une absence à vos examens, ou encore une absence sur le territoire belge, par exemple, en retournant, par exemple, dans votre pays d'origine de manière soit trop fréquente, ou en tout cas de manière trop longue. Donc voilà, j'en finis avec ces 5 erreurs. Maintenant, Maître Alabi va vous présenter sur une note plus positive les 5 secrets d'un bon dossier. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a des choses qui vont se répéter, mais l'idée, c'est que vous ayez vraiment toutes ces informations et tous les points d'attention requis. Donc, le premier secret d'un bon dossier, c'est l'inscription. La difficulté actuelle pour les étudiants étrangers, c'est que chaque école et université a sa procédure d'inscription spécifique, déjà. Donc, ça implique déjà pour l'étudiant, faire le choix de ses études et y réfléchir suffisamment à temps. Faire un choix d'études qui soit quand même en lien avec le parcours précédent, ça c'est important aussi. Si par exemple, vous avez déjà obtenu un bachelier dans le pays d'origine, on va plutôt vous conseiller de choisir un master qui sera en lien avec ce bachelier. Si vous avez passé le baccalauréat et que vous avez une orientation qui était plus scientifique, ça aura peut-être plus de sens de poursuivre vers des études qui sont scientifiques parce que, surtout dans le cadre des visas, l'Office des étrangers analyse en fait le parcours de l'étudiant et vérifie si finalement son choix d'études est cohérent par rapport au parcours antérieur, qu'il soit parcours d'études ou parcours professionnel. Donc ça, c'est la première étape importante. Avant même de parler inscription, il faut parler choix des études et faire un choix qui soit cohérent, un choix d'études qui vous passionne, qui vous motive et dans lequel vos chances de succès sont élevées, étant donné que, comme on vous l'a dit, ce sera clairement un critère de renouvellement. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous vous avons mis les slides avec le nombre de crédits à atteindre lors du renouvellement, c'est précisément pour attirer votre attention sur l'importance de ne pas choisir n'importe quelle étude parce qu'on vous attendra au tournant. Et que si vous n'atteignez pas, le nombre de crédits requis, votre séjour ne sera pas renouvelé et vous aurez fait tout ça pour rien. Donc, quand vous avez choisi ces études, la deuxième étape, ce sera évidemment de vérifier quelles sont les universités ou les écoles supérieures de l'enseignement officiel reconnu ou subsidié qui les propose et de vous renseigner. Donc ça demande du temps, ça c'est du boulot. Vous devez aller sur Google, vous devez aller regarder pour chaque université quelles sont les conditions de la procédure d'admission, comment préparer un dossier solide et surtout dans quel délai. Parce que là, je vous ai mis février, j'ai regardé pour un client il n'y a pas très longtemps, et là où d'habitude les universités acceptent les candidatures jusqu'en mai, cette année c'était jusqu'en mars, pour certaines le 31, pour d'autres le 15. Par contre, les écoles supérieures, ça c'est plus challengeant parce qu'ils veulent que vous déposiez un dossier avant une certaine date, mais ils ne vous répondent que fin juin, début juillet, mi-juillet. Donc, il y a ce côté très challengeant que vous devez déposer votre dossier dans les délais. S'il est déposé hors délai, ce sera loupé. Ils ne vous accepteront plus pour cette année-là. Donc, soyez prudents et anticipez. Donc, voilà, je vous conseille de déjà
prendre toutes les dispositions requises presque dès le mois de décembre, janvier de l'année qui précède celle où vous souhaitez étudier. Donc, première étape, vous identifiez les études que vous souhaitez. Deuxième étape, vous identifiez les écoles et universités qui les proposent. Troisième étape, vous allez vérifier sur leur site quelles sont les dates limites pour déposer un dossier et surtout les documents à produire. Vous déposez ce dossier dans les délais et puis vous faites surtout un suivi régulier. Vous vous assurez qu'ils ont bien reçu votre candidature. Vous vous assurez aussi des dates auxquelles vous pensez pouvoir espérer une réponse. Et puis une dernière chose, n'attendez pas, ne misez pas tout sur une inscription parce que si vous êtes refusé, eh bien, vous aurez perdu votre seule chance. Donc, ce qu'on conseille aussi, c'est d'introduire plusieurs dossiers de candidature par sécurité. Voilà. Alors, le deuxième secret, c'est que dans un certain nombre de cas, l'équivalence de votre diplôme est requise. Donc, à nouveau, l'idée, c'est que vous preniez contact déjà avec l'école ou l'université qui vous intéresse et qui propose le programme d'études pour lequel vous souhaitez déposer votre candidature et que vous vérifiez si cette école ou cette université exige l'équivalence de votre diplôme, ce qui est le cas dans la plupart des cas. Si c'est le cas, alors il faudra préparer votre dossier bien à temps, sachant que certaines autorités qui sont en charge de l'équivalence de ces diplômes accusent un retard lié évidemment au nombre important de dossiers qui sont déposés et qu'en plus, il y a certaines dates de l'année où il est possible de le faire et d'autres dates auxquelles il n'est plus possible. Donc, par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles, généralement, chaque année, du 15 juillet au 15 novembre, il ne se passe absolument rien. Et ils ouvrent la possibilité de demander l'équivalence à partir du 15 novembre. Donc, quelque part, votre première étape, c'est déjà de commencer en anticipant novembre de l'année qui précède celle où vous souhaitez venir étudier en Belgique et faire cette demande d'équivalence. Alors, l'équivalence, c'est quoi? C'est en fait une procédure par laquelle les autorités belges vont vérifier, les autorités belges compétentes en matière d'enseignement vont vérifier si les études que vous avez faites dans votre pays d'origine présentent un niveau suffisant pour pouvoir vous permettre d'intégrer une école supérieure en Belgique. Et donc, ils vont se baser sur ça, non seulement sur le type d'études que vous avez faites, mais aussi sur votre relevé de notes. Donc, bien souvent, on vous demandera de joindre le relevé des notes complet des 2-3 dernières années, un courrier de motivation qui décrit un petit peu votre parcours, et l'autorité va finalement faire une appréciation de votre niveau sur base des diplômes obtenus, des résultats obtenus, parfois aussi de votre parcours. Si vous avez une expérience professionnelle, ils peuvent aussi en tenir compte. Et en fonction de ça, ils décideront si soit vous pouvez directement intégrer les études que vous envisagez, ou si, par exemple, vous allez devoir vous contenter, ça arrive assez souvent qu'on ait des personnes qui ont un master dans leur pays d'origine, et en fait, le service d'équivalence estime que finalement, ils n'ont accès qu'à l'enseignement supérieur de type court ou de type long. Donc ça, il faut être très prudent, et à nouveau, c'est la première étape finalement, on aurait peut-être même dû mettre ça en secret numéro 1, c'est commencer par l'équivalence du diplôme pour savoir finalement quel est le type d'études auxquelles vous aurez accès en Belgique. Et ensuite, vous pourrez alors décider des études que vous souhaitez suivre. Alors, les délais de traitement, mais je vous l'ai dit, peuvent être très longs. La procédure standard, elle est de 4 à 6 mois. La procédure accélérée, déjà, elle n'est pas proposée partout. Je pense que, par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles, je ne suis pas certaine qu'elle existe. Elle peut être de 6 à 8 semaines, mais comptez plutôt qu'on est sur des délais de 2 à 4 mois. Donc, on vous a mis un petit calendrier parce qu'on est très sympa. Et donc, l'idée, c'est octobre-novembre, vous commencez déjà à préparer tous les documents qui sont demandés. Vous introduisez votre demande d'équivalence vers décembre-janvier, ce qui vous permettra, a priori, février-mars, de postuler dans les différents établissements et d'introduire votre demande entre mai et juillet. Faites attention à une chose, c'est que sans équivalence, vous ne pourrez probablement pas obtenir dans la plupart des écoles et universités une inscription définitive. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que certaines écoles et universités acceptent de vous donner une préinscription sur base de, votre diplôme, des documents que vous avez produits. Et donc, si ils acceptent de délivrer cette préinscription, il est généralement marqué qu'elle ne deviendra définitive que si vous produisez avant une certaine date la preuve de votre équivalence. Et donc, même chose pour le visa étudiant. Donc, soyez très vigilants. D'accord. Le secret numéro 3, ça paraît un petit peu de faire sens, mais c'est important de le rappeler, vous devez déposer un dossier complet. Alors, c'est vrai que Maître Falsterman vous a donné un conseil très judicieux tout à l'heure, qui est de dire si à un moment donné, vous devenez limite sur la date d'introduction. Il vaut mieux effectivement, si vous savez que le document qui manque, il vous faut que quelques jours pour l'obtenir, alors il vaut mieux effectivement déposer un dossier
où il manque un document, mais en ayant la certitude que vous pourrez compléter dans ce fameux délai de 15 jours, alors effectivement, il vaut mieux déposer ce dossier pas tout à fait complet. Mais si vous avez assez de temps pour pouvoir le faire, il est vraiment préférable de déposer directement un dossier complet. Un dossier complet, c'est quoi? Il y a différents types de documents qui vous sont demandés. Tout d'abord, une série de documents qui sont de l'ordre de documents d'identité administrative, donc votre passeport, si vous êtes déjà en Belgique, carte de séjour, déclaration d'arrivée, un formulaire type pour les demandes de visa, des photos d'identité. Souvent, on demande un extrait d'acte de naissance. Le casier judiciaire est toujours requis. Ça, c'est la première catégorie de documents. La deuxième catégorie de documents sont évidemment ceux qui vont démontrer votre parcours académique et la preuve que vous êtes admis dans une école. Donc, il y a cette fameuse preuve, soit que vous avez obtenu l'équivalent, soit au moins que vous l'avez demandé, soit que vous avez obtenu une inscription ou à tout le moins une préinscription. Excusez-moi, on pourrait vous demander aussi les diplômes, les relevés de notes. En tout cas, nous, on conseille vraiment de les mettre pour permettre justement à l'Office des étrangers de pouvoir évaluer la cohérence de vos études par rapport à votre parcours. Et alors, ça, c'est vraiment très important, c'est une lettre de motivation qui détaille votre projet d'études, les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix, la raison pour laquelle vous avez choisi la Belgique, etc. Quatrième type de document, évidemment, ce sont les documents financiers, c'est-à-dire les documents qui vont permettre de prouver que vous allez pouvoir financer vos études durant votre séjour et que vous ne serez pas une charge pour la collectivité. Je ne vais pas revenir dessus, étant donné que Maître Palsterman vous les a longuement exposés tout à l'heure. Et puis enfin, dernière catégorie, ce sont les documents médicaux. Donc là, ils vont exiger à la fois un certificat médical, mais aussi une preuve que vous serez couvert au niveau de vos soins de santé. Donc pour les personnes qui sont déjà en séjour légal en Belgique, ce sera une preuve d'affiliation auprès d'une mutuelle. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, ce sera une assurance voyage avec une couverture de risque de minimum 30 000 €, sachant qu'évidemment, quand le visa sera délivré et que vous arriverez en Belgique et qu'on vous délivrera une carte de séjour, vous aurez alors la possibilité de demander, de vous affilier auprès d'une mutualité. Voilà. Alors, les points de vigilance, évidemment, donc c'est que tous les documents qui sont délivrés par les autorités du pays d'origine doivent généralement être légalisés ou apostillés. Attention, cependant, les légalisations sont différentes en fonction du type de document. Donc, par exemple, les diplômes, ils vont vous demander des légalisations qui seront différentes que celles nécessaires pour, par exemple, un acte de naissance. Alors, ces documents, ils doivent toujours être traduits par un traducteur juré dans une des 3 langues nationales. Il est généralement demandé de fournir des originaux, mais des copies. Et être attentif aussi au délai de traitement qui est de 2 à 3 mois. Alors, la loi prévoit un délai de 90 jours pour que l'Office des étrangers prenne une décision. Ce délai n'est malheureusement pas tout à fait contraignant. Donc, à nouveau, plus vous allez introduire un dossier dans les temps et plus vous aurez de chances que la demande de visa soit acceptée, d'autant plus que donc le piège, on vous disait, idéalement, vous commencez 3-4 mois avant le début des cours. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile. On a beaucoup d'étudiants qui, en fait, ont 2 obstacles. Le premier, c'est obtenir l'inscription définitive de l'école dans un délai raisonnable, avant le 15 juillet. Et le deuxième, c'est obtenir un rendez-vous à l'ambassade. Et malheureusement, il y a beaucoup de pays qui refusent de donner un rendez-vous à l'étudiant tant qu'il n'envoie pas la preuve que son dossier est complet, parce qu'ensuite, ils font passer une audition à l'étudiant, on va en parler après. Et donc, l'étudiant se retrouve bloqué pour des raisons indépendantes de sa volonté parce qu'il a obtenu l'inscription trop tard et qu'ensuite, il n'a pu introduire sa demande auprès de l'ambassade que trop tard. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, l'inscription, elle mentionne que l'étudiant doit arriver pour le 31 octobre. C'est généralement la date la plus tard qui soit acceptée. Et l'Office des étrangers, nous, on a remarqué une chose, c'est que quand le dossier arrive et est introduit à partir du 15 août et après, l'Office des étrangers a tellement de dossiers à gérer qu'il n'arrive pas à traiter dans des délais raisonnables. Et finalement, la demande finit par être déclarée sans objet parce que il n'y a pas eu de décision avant la date limite d'arrivée dans l'école. Donc, ça, c'est vraiment un point très important pour les personnes qui doivent faire une demande de visa. Et c'est aussi la raison pour laquelle on vous conseille de vous faire accompagner par des professionnels. C'est que quand vous anticipez suffisamment, ce qui va se passer alors, c'est que on va pouvoir déjà agir au niveau des écoles pour un petit peu mettre la pression, au niveau de l'ambassade pour essayer d'avoir un rendez-vous plus tôt et au niveau de l'Office des étrangers pour avoir une décision. Nous, ce qu'on fait, ça arrive régulièrement, c'est que quand les étudiants viennent nous voir, on écrit aux écoles et dans certains cas, on parvient même à négocier que l'école accepte l'arrivée tardive parce que le visa est introduit tardivement. Toutes les écoles,
c'est pas que le visa est introduit tardivement, c'est qu'on démontre que l'étudiant n'a pas pu faire mieux, que l'école ayant délivré l'inscription tardivement, l'étudiant n'a pas pu avoir un rendez-vous plus tôt, ce qui le met dans une situation compliquée. Et dans certains cas, l'école accepte de négocier une arrivée tardive, donc on doit en informer l'office. Enfin voilà, donc c'est loin d'être évident, surtout pour les demandes de visa. Et alors, le cinquième secret, c'est évidemment de les relancer régulièrement, parce que ce qui arrive aussi, c'est le dossier se perd, l'ambassade envoie un dossier incomplet, le dossier arrive dans le mauvais département, la commune oublie de transmettre la demande ou la transmet au bureau 9 bis au lieu de la transmettre au bureau étudiant. Et donc, là, à nouveau, quand vous êtes accompagné par un spécialiste, les avocats, par exemple, nous, on a le mail direct de chaque bureau, ce que l'administré ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'étudiant, directement contacter les bureaux compétents alloués. Nous, on peut. On relance directement les administrations aussi. Et ça permet aussi de s'assurer que non seulement le dossier est bien arrivé à destination, qu'il est complet, et puis avec les relances régulières, qu'on a fait toute diligence, finalement, pour essayer d'obtenir cette décision dans les délais requis. Voilà. Je vais donc céder la parole à Maître Palsterman sur les 3 étapes de la procédure. Merci beaucoup. Alors, la première étape de la procédure, donc Maître Alabi l'a déjà indiqué, donc c'est de bien préparer son dossier complet. Donc, avec les slides, vous pourrez revoir les documents vraiment importants. Chaque document a certaines exigences, donc il faut vraiment faire attention à chaque document. La deuxième étape, bien sûr, c'est d'introduire votre demande. Alors, si vous êtes encore à l'étranger, soit dans votre pays d'origine, soit dans un pays de résidence, par exemple, si vous êtes déjà résident dans l'Union européenne, imaginons que vous avez déjà une résidence en Espagne, vous pouvez introduire votre demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique compétente, par exemple, à Madrid. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire une demande de visa au poste diplomatique belge compétent. Si, au contraire, vous êtes déjà en Belgique, soit sur base d'une déclaration d'arrivée valable, soit dans le cadre d'un séjour légal, par exemple, vous êtes en Belgique sous regroupement familial, par exemple, et vous souhaitez finalement passer en séjour étudiant et donc changer de statut, c'est possible. Vous pouvez le faire depuis votre commune de résidence et vous devez introduire votre demande tant que votre séjour est encore valable. Alors, la troisième étape sera l'entretien éventuel et donc l'examen de votre dossier. L'entretien se passe généralement lorsque vous faites une demande de visa D à l'étranger. Ça ne se passe, à mon sens, jamais en Belgique, ou en tout cas très exceptionnellement. Par contre, cet entretien avec l'agent du poste consulaire, comme on l'a dit, est extrêmement important. C'est vraiment nécessaire de venir bien préparé pour cet entretien. Et dans tous les cas, donc, il y aura une vérification des documents lors du dépôt avec la délivrance d'un accusé de réception. C'est aussi important de bien avoir cet accusé de réception pour pouvoir avoir votre numéro de suivi et suivre votre dossier. On l'a déjà dit, vous avez 15 jours pour compléter votre dossier si vraiment c'est nécessaire. Et ensuite, le poste diplomatique via les affaires étrangères vont transmettre à l'Office des étrangers votre demande de visa. Alors nous, lorsqu'on travaille avec les clients, on contacte spontanément les affaires étrangères pour s'assurer que la valise diplomatique soit bien partie ou arrivée à l'Office des étrangers. Et donc, une décision doit intervenir normalement dans les 90 jours. Alors, lors de l'examen de ce dossier, on a aussi la possibilité de faire la demande de séjour en Belgique. Alors, à ce moment-là, il y aura une introduction via la commune de résidence. Généralement, c'est la personne qui demande le séjour qui doit se présenter au guichet. Il y aura une enquête de résidence, donc c'est important d'avoir une adresse valable, par exemple, pas Airbnb, pas Booking non plus. Et la commune va vérifier les documents et délivrer alors cette fois-ci une annexe 33 terres qui confirme que le dossier est complet. Si par contre le dossier n'est pas complet, la commune va vous inviter à compléter votre dossier et à nouveau, faites très attention par rapport à ces délais. Lorsque le dossier est complet, le dossier est envoyé à l'Office étranger qui va prendre sa décision dans les 90 jours. Alors, quelle peut être cette décision? Si c'est une décision d'accord, eh bien, lorsque vous êtes soit dans votre pays d'origine, soit dans un pays de résidence, vous allez recevoir un visa
qu'on appelle un visa D, c'est un visa long séjour, donc dans votre passeport directement. Vous allez arriver en Belgique avec ce visa et puis vous allez solliciter votre inscription à la commune. Généralement, il y a une enquête de résidence qui se fait, donc à nouveau, c'est important d'avoir un logement qui est permanent, un contrat de bail, ou bien venir loger chez de la famille ou des amis où vous aurez voilà, une chambre disponible. Et ensuite, vous allez recevoir votre carte A. Si vous êtes déjà en Belgique, alors les instructions vont être directement envoyées à la commune qui pourra délivrer du coup la carte A. Si par contre la décision est négative, vous avez un recours possible donc devant le CCE, qui est le Conseil du contentieux des étrangers en Belgique. C'est une juridiction administrative qui est compétente pour toute la matière migratoire. Donc, vous allez présenter un recours devant un juge. Le recours est possible dans les 30 jours. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de cette procédure, mais sachez que c'est très long. Et donc, c'est d'autant plus important en amont, préparer vraiment avec diligence, attention, votre dossier, et éventuellement d'être accompagné pour maximiser justement voilà, les chances de votre succès, du succès de votre dossier. Je vais y arriver. Alors, donc, pour clôturer donc, au niveau de cet examen de votre dossier, vous obtiendrez le séjour, donc on l'a dit, on le répète, si vous présentez donc, la preuve de votre inscription auprès de votre établissement supérieur, ou à tout le moins la preuve de l'inscription à un examen d'admission, par exemple. Et il faut aussi présenter donc, une preuve d'assurance maladie complète, Maître Alabi l'a déjà dit. Et donc, on le répète encore et encore, le non-respect de ces délais peut justement entraîner la fin de l'autorisation de séjour. Et à ce propos, je redonne la parole à Maître Alabi pour justement les motifs de refus. Merci beaucoup. Alors, les motifs de refus, on vous en a quand même déjà énoncé pas mal. Hein. Donc, le premier type de refus, c'est des dossiers qui sont incomplets, qui ne sont pas conformes. Donc, typiquement, les documents qui manquent, les documents qui ne sont pas légalisés, ou bien même qui sont légalisés, mais dont la date de validité a expiré, un formulaire de demande qui serait mal complété, l'absence de traduction, même des photos non conformes, etc. Donc ça, c'est le premier type de cas de figure. Le deuxième, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, c'est votre projet d'étude qui ne serait pas crédible. Donc, dans la plupart des cas, c'est surtout le cas, évidemment, quand on fait une demande de visa. Cette procédure n'existe pas quand la demande est introduite en Belgique, mais quand on fait une demande de visa, la plupart maintenant des ambassades, ou en tout cas des centres visa, convoquent l'étudiant pour lui faire passer une interview. Et donc, on lui fait compléter un questionnaire. C'est un questionnaire très long. L'étudiant n'a qu'1 heure pour le compléter. Et il y a des questions types qui lui sont posées, notamment pourquoi il a choisi ces études-là, pourquoi il a choisi la Belgique, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'il va faire s'il échoue. Et donc, en fait, plus l'étudiant va répondre à ces questions de manière cohérente, de manière aussi complète, et où on va sentir finalement sa motivation, bien plus le dossier aura de chances d'être accepté. Et donc, l'agent sur place va généralement émettre un avis favorable ou défavorable. Il va expliquer son ressenti par rapport à l'entretien. Et l'Office des étrangers va décider ou non, d'ailleurs, de suivre cet avis. Donc, ça, c'est un des éléments. Hein, c'est l'entretien à l'ambassade et la manière dont ça s'est déroulé, la manière dont l'étudiant répond aux questions. Mais il n'y a évidemment pas que ça. Il y a aussi l'appréciation par l'OE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur base du parcours de l'étudiant, de son âge, de ce qu'il a fait. On a déjà eu des cas, par exemple, où un étudiant a attendu vraiment longtemps entre la fin de ses études et la reprise des études en Belgique. Entre les deux, il n'a pas travaillé, il n'a pas fait d'études, etc. Donc là, l'Office des étrangers a eu vraiment des gros doutes en fait sur le fait que la personne souhaitait vraiment poursuivre des études et surtout aurait des chances d'y accéder. Il y a le fait, comme je vous le disais, que les débouchés en matière d'emploi ne soient pas clairs. On a déjà eu des refus parce que l'étudiant faisait des études qui n'apportaient pas de valeur ajoutée alors qu'il avait déjà un travail dans son pays d'origine. Il y a aussi évidemment le fait d'être inscrit dans un établissement qui n'est pas reconnu, de ne pas avoir assez de crédit, etc. Alors, on a aussi des motifs de rejet qui sont liés à l'insuffisance de garanties financières, que ce soit dans le chef de l'étudiant ou dans le chef du garant, des documents qui sont non conformes. Ce qu'on a vu beaucoup ces dernières années, c'est le garant qui a signé plusieurs prises en charge pour plusieurs étudiants. On a même eu des garants qui faisaient des fausses fiches de paye. Voilà. Donc ça, évidemment, l'Office des étrangers le vérifie et s'assure que non seulement les documents sont conformes, qui sont corrects, que le garant n'a pas d'autres prises en charge
qu'il connaît l'étudiant, parce qu'on a aussi eu ça, des étudiants malheureusement. Donc ça, je vais faire un petit point là-dessus quand même, c'est important. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent ou dont les parents en fait peuvent envoyer de l'argent mais n'ont pas les documents conformes et qui en fait dans la réalité des choses peuvent tout à fait subvenir à leurs besoins durant leurs études par plusieurs sources, mais le problème c'est que s'ils devaient le prouver, il y aurait une insuffisance au niveau de la preuve. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont contacter des personnes qui se portent garant. Je pense que généralement ils donnent un petit peu d'argent à ces personnes qui ne sont pas toujours très très honnêtes, qui ne connaissent pas bien. Et l'Office des étrangers s'en rend compte. Et en fait, l'étudiant non seulement a perdu de l'argent en payant ce garant, mais en plus perd sa possibilité de recevoir un visa. Donc, s'il vous plaît, si vous faites appel à un garant, vous devez le connaître, vous devez vous assurer que cette personne est fiable, qu'elle travaille vraiment, que ses revenus sont sincères et surtout qu'elle ne vous fait pas payer pour une prise en charge. Il faut que ce soit vraiment une personne qui s'engage à se porter garant pour vous, même si vous ne lui demandez jamais un centime. Voilà, j'avais envie de faire un petit point par rapport à ça. Et puis alors, voilà, il y a aussi, comme je le disais, le fait que le garant lui-même n'ait pas assez de revenus parce qu'il a trop de personnes à charge, par exemple, ou ce qui arrive aussi assez souvent, c'est quand le garant est indépendant. Là, malheureusement, la preuve des revenus des indépendants est assez compliquée. Et en fonction, en plus, du moment de l'année où l'étudiant va introduire la demande de visa, le garant aura déjà la preuve, une preuve récente de ses revenus ou aura des preuves trop anciennes. Par exemple, là, nous sommes en 2025. Les déclarations fiscales pour 2024, des revenus 2024 ne sont pas encore encodées pour la plupart. Donc, si vous avez un garant qui est indépendant, dans les documents officiels qui sont acceptés pour les garants, il y a généralement le dernier avertissement extrait de rôle. Le problème, c'est que ce que vous allez produire, c'est les revenus 2023 et vous avez un risque que l'OE refuse parce qu'ils vont considérer que les revenus du garant sont trop anciens. Donc, ça aussi, c'est un gros point de vigilance. Quand votre garant est un indépendant, il faut s'assurer qu'il est indépendant depuis suffisamment longtemps, qu'il a assez de revenus et que vous pourrez donner suffisamment de documents qui permettra à l'Office des étrangers de comparer sa situation, notamment par rapport aux années antérieures, pour s'assurer de sa solvabilité. Et puis enfin, il y a ce fameux risque migratoire identifié. Donc c'est ce cas de figure où l'OE aurait un doute sur l'intérêt, l'intention réelle de poursuivre des études. Donc, ce qui arrive, c'est un client qui fait une demande d'abord de regroupement familial avec, je ne sais pas moi, son père, et puis c'est refusé. Et puis, il essaye encore d'une autre manière en permis unique, et puis enfin, il essaye comme étudiant. Là, le fait qu'il ait multiplié les demandes avec des objets différents, ça peut être quelque chose qui va être considéré comme frauduleux. Le fait aussi qu'il y ait des doutes sur les motivations, les chances de succès des études. Et puis aussi, l'historique des demandes de visa antérieures refusées. Donc, si on voit que l'étudiant a fait beaucoup de demandes de visa Schengen pour plein de pays différents, avec plein de motifs différents, l'Office des étrangers a accès à ses précédentes demandes. Ça pourrait être considéré comme une demande frauduleuse et refusée. Et puis, on en a parlé aussi, il y a l'âge qui peut être considéré comme inadéquat. Voilà. Alors, il y a aussi, enfin, c'est un dernier point, c'est tout ce qui concerne les raisons de santé. C'est plus rare, mais ça peut arriver, mais il y a surtout les problèmes d'ordre public. Donc, si l'étudiant, par exemple, a reçu une interdiction d'entrée en Belgique ou dans un autre pays Schengen ou qu'il a été signalé, là aussi, l'Office des étrangers y a accès et pourrait refuser de délivrer soit le visa, soit l'autorisation de séjour. Voilà, alors, on va vous faire défiler quelques témoignages de clients qui ont fait appel à nos services. Si vous allez d'ailleurs regarder sur Google, vous tapez « cabinet d'avocats à l'habit associé », vous verrez que là, on est aujourd'hui à plus de 200 avis et que pour la plupart, nos clients sont plutôt contents de la manière dont on les accompagne. Je vous l'ai dit en début de séance, on a mis en place une manière de travailler qui, je pense, permet vraiment de garantir un suivi optimal des dossiers et au-delà du suivi, de garantir que quand on introduit un dossier, il est assez solide et que quand on propose à un client de l'accompagner, c'est parce que ses chances de succès sont très élevées. Et ce filtre, il commence déjà au moment où vous allez nous contacter pour un premier rendez-vous. On ne va pas tout de suite vous fixer un rendez-vous sans vérifier si votre dossier a des chances de fonctionner. On va vous demander de compléter un questionnaire. Ce questionnaire, on va l'analyser en interne. S'il nous manque des informations, on va vous les poser et on va s'assurer que si on vous fixe un rendez-vous, c'est parce que le dossier est suffisamment solide et qu'on va pouvoir vous aider. Et donc, on va faire ensuite une consultation, on va vous poser un certain nombre de questions. Vous allez même recevoir à la suite de cette consultation un avis juridique écrit et des documents qui vous expliquent toutes les spécificités de la procédure. L'idée, c'est de vous permettre de prendre votre décision en toute transparence et en connaissant les chances de succès et les risques éventuels. La deuxième étape, si vous décidez d'ouvrir un dossier avec nous, on va vous fournir une liste très, très complète de tous les documents. On va aller même plus loin
que ce qui est indiqué sur les sites officiels de l'Office des étrangers ou des ambassades, parce que justement, on va individualiser la demande et qu'on va vérifier justement avec vous ce fameux historique et s'assurer qu'on a un dossier qui est vraiment au top avec des chances de succès élevées. Donc, on va vous envoyer cette liste de documents, on va répondre à toutes vos questions et on va évidemment vérifier tous ces documents. Et on ne commencera pas tant qu'on n'a pas un dossier solide. Et s'il ne l'est pas, on vous fera toutes les recommandations pour qu'il le devienne. Et puis enfin, quand le dossier est complet, on va rédiger nous-mêmes une demande dans laquelle justement, on va relater votre parcours antérieur, expliquer pourquoi vous choisissez ces études, les débouchés qui vous semblent appropriés, justifier chaque condition de délivrance du visa en démontrant que vous les remplissez. Et on va vous aider en fait à préparer un dossier. Donc, vous aurez un courrier de notre part hyper individualisé, un dossier de pièces survérifié. On va vous aider à prendre les rendez-vous nécessaires. Quand la demande peut être introduite en Belgique, on s'occupe de prendre rendez-vous pour vous, de l'introduire. Et puis, je pense où là, on a une vraie valeur ajoutée et un facteur de différenciation, c'est que le métier d'avocat étant très, très challengeant, tous les avocats n'ont pas toujours le temps et pourtant, beaucoup sont très, très bons. Donc là, ce n'est pas une question de remise en cause de leurs compétences ou de leur expertise, mais c'est vrai que faire le suivi des dossiers, ce n'est pas toujours quelque chose de facile quand on en gère beaucoup. Et c'est quelque chose que nous avons mis au point. On travaille avec un système de workflow. Donc, on a digitalisé le cabinet et on reçoit des relances régulières pour chaque dossier qui fait que chez nous, un dossier n'est jamais oublié et qu'on va s'assurer déjà qu'il est bien arrivé à l'Office des étrangers, s'il est introduit via la commune, que la police est passée, que le client reçoit son accusé de réception, qu'il a été envoyé au bon bureau. Et ensuite, on va contacter le bureau compétent et on va se mettre des relances, surtout s'il y a justement ce challenge de la date limite d'inscription. Si nécessaire, on va contacter l'université, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement. On ne vous lâche pas jusqu'au moment où on a la décision finale. Donc, voilà, on est là pour vous. Vous allez voir à l'écran nos coordonnées pour ceux d'entre vous qui pensent rentrer dans les conditions et qui pensent qu'un accompagnement leur serait bénéfique. Eh bien, on sera ravis de vous accompagner. Vous pouvez même directement aller sur notre site internet, cliquez sur l'onglet « Prendre rendez-vous pour une consultation » en haut à droite. Et là, vous aurez directement accès au questionnaire. Et nous, dès qu'on le reçoit, on l'analyse, on vous revient pour vous fixer un rendez-vous. Voilà. Donc là, maintenant, je pense qu'on vous a vraiment donné beaucoup d'informations. L'idée, c'est qu'on écoute vos questions et qu'on puisse y répondre, si vous en avez bien évidemment. Donc, on va passer 15 minutes à répondre aux questions. Alors, si vous avez des questions, vous allumez votre micro, idéalement votre caméra si vous pouvez, comme ça on vous voit, hein, c'est plus sympa pour la communication, et puis on sera ravis d'y répondre. Y a-t-il des questions? Et si vous préférez, vous les mettez dans le chat si vous êtes timide, c'est possible aussi. S'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Ça veut dire que notre exposé était complet, précis, clair, et donc c'est magnifique. Et c'est parfait, comme ça on vous libère et vous pouvez tous aller manger. Eh bien écoutez, on va donc vous remercier. On espère vraiment que cette masterclass vous aura été utile, que vous aurez pu obtenir les informations et les pépites dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans votre projet d'immigration en Belgique. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres dates pour le renouvellement et pour le suivi. Et puis même, on organise très régulièrement des masterclass, que ce soit sur la carte professionnelle, le permis unique, le regroupement familial. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, eh bien, je vous invite à vous abonner à notre newsletter. Comme ça, vous serez aussi tenu au courant de toutes les modifications qu'il pourrait y avoir au niveau de la loi, dans tous les domaines que nous couvrons en droit de l'immigration. Et je vois que Ginette a levé la main. Donc, Ginette, bonjour. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Bonjour, je suis arrivée un peu en retard. Désolée, j'avais 5 minutes de retard. J'ai une petite question concernant les tarifs. Oui. Oui, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un tarif général, alors, oui, pour tout le monde? Est-ce qu'il y a aussi, parfois il y a des tarifs en fonction des revenus des personnes, on m'avait expliqué. Est-ce que dans ces cas-ci, ça rentre en compte ou étant donné que c'est privé, ça reste, oui, c'est ça. Alors, donne un peu plus d'infos. Donc, les tarifs en fonction des revenus des personnes, c'est généralement dans le cadre de l'aide juridique, d'accord? Donc, si une personne est indigente, on va lui conseiller plutôt de s'adresser à un avocat qui pratique l'aide juridique. Nous ne la pratiquons pas plus, on l'a fait très, très longtemps. Mais là, voilà, le cabinet a grandi et puis on veut s'assurer aussi de pouvoir offrir un suivi optimal, ce que malheureusement, l'aide juridique ne permet pas à des structures comme la nôtre. Et donc, par contre, comme nous avons dans nos valeurs, la transparence est très importante, donc nous pratiquons le forfait. C'est-à-dire que dans ce forfait, en fait, si vous voulez, il y a un nombre d'heures
qui est le nombre d'heures moyen qui a été calculé sur une moyenne de tous nos dossiers. Généralement, ce nombre d'heures est toujours respecté. On communique aussi à nos clients une manière de préparer le dossier qui évite de dépasser ce nombre d'heures et qui fait que tant qu'on reste dans cette fourchette-là, on ne dépasse pas le montant du forfait. Et on travaille aussi, de toute façon, on laisse une partie des honoraires en success fee, c'est-à-dire que la dernière tranche n'est due que si le dossier est accepté. Voilà. Et alors, par contre, c'est un petit peu difficile de vous communiquer tous les tarifs maintenant parce que les tarifs sont différents selon que l'étudiant fait une demande de visa, une demande de renouvellement, une demande de séjour, qu'il est déjà en séjour légal, etc. Mais on les communique donc c'est des tarifs fixes, hein, c'est pas à la tête du client non plus, mais c'est juste que par contre, ça demande de connaître les spécificités de chaque dossier et on les communique de toute façon directement à la fin de la première consultation. On pratique aussi un paiement par tranche en fonction de l'évolution du dossier et on déduit le montant de la consultation de la première tranche quand un dossier est ouvert. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Et une autre question, enfin, vous avez dit que vous allez nous envoyer les PowerPoints, c'est ça? On va vous faire un mail. Ok. Et vous envoyer le PowerPoint ainsi que la vidéo. Ok, génial. On va mettre sur notre chaîne, et on va la mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, on a aussi une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Hein. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Insta, newsletter. On a tout ce qu'il faut parce qu'on souhaite vraiment tenir nos clients et ceux même qui ne sont pas encore clients, mais qui ont envie d'être tenus informés. Pour nous, la communication de l'information est super importante parce qu'on considère que si vous comprenez les enjeux, les conditions, etc., la collaboration future, déjà pour vous, même si vous décidez de le faire seul, au moins vous aurez des chances que votre dossier soit accepté et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais si en plus vous faites appel à nous, on sait que comme vous aurez déjà une bonne compréhension des enjeux, la collaboration sera optimale et dans une collaboration optimale, on a des résultats extraordinaires. Voilà. Génial, merci. Oui. Est-ce qu'il y a moyen aussi, si vous le pouvez, de nous mettre dans les liens les tarifs, comme ça on peut avoir une idée. Alors, mais ça, je vous disais, on les communique, mais ce que vous pouvez faire, c'est peut-être nous envoyer, on va faire autrement, si c'est OK, envoyer plutôt un petit mail à l'adresse générale du secrétariat, expliquez-nous la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que c'est une demande de visa de l'étranger, etc. Et là, on pourra alors déjà vous communiquer les informations, mais parce que là, c'est un petit peu compliqué. Ok, génial. Moi, on préfère l'expliquer lors de la consultation pour bien expliquer aussi ce qui est détaillé dedans, etc. Et on discute. Parfait. Ça va? Merci. Super. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Il m'a semblé voir une main se lever, mais je me trompe peut-être. Oui, bonjour, Oui, c'était moi. C'était juste par rapport à les consultations, les prix des consultations. Alors, oui, donc les prix des consultations. Alors, tout dépend de nouveau. Généralement, pour les étudiants, sauf cas complexes, on les fixe pour 30 minutes. D'accord? Donc, il y a des consultations qui sont fixées pour 30 minutes chez nous, des consultations qui sont fixées pour 45 minutes. Les consultations avec moi, qui sont toujours fixées pour 45 minutes, mais quand c'est avec moi, elles sont à 350 €, TVA comprise. Quand c'est des consultations de 30 minutes, elles sont à 250 €, TVA comprise. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la particularité de nos consultations, c'est que ce n'est pas juste une consultation où vous venez 20 minutes, on vous balance des trucs et on vous laisse partir. La raison pour laquelle on est peut-être à un prix un petit peu différent de nos confrères, c'est que déjà, nous, on la prépare avant. Donc, on ne va pas commencer à passer la moitié de votre consultation à noter vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse mail et on a déjà tout ça avant. On connaît déjà votre situation. Donc, on va vraiment dans le vif du sujet. Et ça veut dire qu'on va déjà vous faire des recommandations lors de la première consultation. Et ça, je pense que c'est déjà un élément important, c'est que vous allez déjà avoir des conseils clés sur porte pour pouvoir repartir de là. Deuxièmement, vous allez recevoir, comme je vous le disais, une note avec vraiment un résumé, un avis juridique de stratégie. On ne commence pas toujours un dossier tout de suite avec tous nos clients. Quand on sent que justement le dossier est un peu sensible et qu'il serait peut-être préférable d'attendre un petit peu et de mettre 2-3 petites choses en place, typiquement, certains étudiants, on va leur dire, écoutez, on est trop tard cette année et là, si vous interrompez les études que vous faites, ça va être un signal négatif à l'Office des étrangers. Donc, reprenez vos études, réussissez-les pour qu'on puisse prouver qu'il y a une passerelle. Donc, on va assez loin, si vous voulez, c'est pas juste une consultation. En fait, c'est vraiment une consultance stratégique. Donc, on vient avec une stratégie, ce qui explique les tarifs, le fait que vous receviez une note aussi. Et puis, comme je le disais, ce montant sera de toute façon déduit des honoraires si vous décidez de continuer avec nous. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Ginette, encore une question. Merci, Abdella. Ginette, je vous écoute. J'ai encore une question. En soi, j'avais pas mal de questions. En fait, je ne sais pas si…
moi, je suis travailleuse sociale et du coup, j'accompagne plutôt beaucoup de personnes, beaucoup Oui. d'étudiants étrangers qui sont venus pour étudier. Et il y en a qui sont en année d'études. Vous voyez, quand ils ont fini leurs études, ils commencent à chercher, enfin, d'échanger des statuts et parfois c'est compliqué quand ils n'arrivent pas à trouver un travail. Est-ce qu'il y a moyen de reprendre des études à la suite de l'année d'études? Et Alors, comment ça marche dans ces cas-là? donc, légalement, il y a Oui, toujours moyen. oui, Maintenant, l'Office des étrangers va généralement voir un peu ça du mauvais œil parce qu'ils vont se dire que en fait, l'étudiant fait ça de manière, on vient d'avoir un cas d'ailleurs qui a été refusé, ok, fait ça de manière un petit peu factice dans le seul but de prolonger ses études. Donc, de nouveau, tout est une question de justification et de cohérence. Si finalement cet étudiant décide de reprendre des études, que ces études sont complémentaires à ce qu'il a déjà fait, qu'on peut démontrer que ce qu'il avait déjà fait était peut-être un peu insuffisant et qu'il a cherché des emplois, mais qu'à chaque fois on exigeait un diplôme complémentaire qu'il n'avait pas encore et que s'il l'obtenait, ça ferait vraiment la différence. Là, on a un dossier qui tient la route. On peut le tenter, mais alors il faudra joindre un maximum de justificatifs qu'effectivement, il a postulé et que chaque fois, les employeurs potentiels lui ont demandé d'avoir cette compétence en plus à son âge. S'il part dans complètement autre chose et qu'on voit que vraiment, manifestement, il fait des études parce qu'il a trouvé une inscription qui va lui permettre de prolonger, ça, on sait que ça ne fonctionnera pas. ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, il faut avoir des preuves, il faut justifier. Ouais, il faut que ce soit. Il y a toujours cette optique, vous voyez, de cohérence et de démontrer que ce n'est pas fait dans une volonté unique de renouveler son séjour et à fin migratoire, en fait. Voilà. Ok. Vous aviez dit que vous aviez d'autres. Oui, j'étais juste en train de noter un peu ce que vous avez dit. Oui, j'avais une autre question concernant les conditions de réussite. Oui. Et pour des étudiants, enfin, quand tu décides de reprendre une année après avoir pris une année de recherche, est-ce qu'il y a une condition de réussite? Est-ce qu'il y a des crédits? Enfin, tu dois avoir un certain nombre de crédits pour pouvoir renouveler ton titre de séjour l'année d'après, peut-être? Je ne suis pas certaine d'avoir compris la question, Ok. parce que là, vous parlez de reprendre Par des études. exemple, supposons que tu es venu en Belgique pour faire tes études, tu as fini ton master, après tu décides de chercher du travail pour changer de statut. Un an après, tu n'as pas trouvé du travail et la seule solution, c'est de te réinscrire. Et si tu t'es réinscrit, pardon, pour faire, c'est pas moi, une spécialisation, est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de crédits pour pouvoir renouveler ton titre de séjour l'année d'après? Alors, effectivement, l'Office des étrangers va toujours se fonder sur tout le parcours de l'étudiant et va vérifier par rapport au crédit obtenu dans les années antérieures si sur le nombre d'années d'études au total, le nombre de crédits était atteint. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, ils vont tenir compte, par exemple, du master que tu avais déjà fait avant. Oui. Si le master, donc, soit le master a été réussi, et donc à ce moment-là, on peut baser le parcours sur le master, soit le master n'a pas été réussi, mais alors à ce moment-là, il n'avait pas l'année de recherche, Oui, c'est ça. puisqu'il faut un diplôme pour avoir une année de recherche. Et donc à ce moment-là, c'est un renouvellement de séjour étudiant et pas un changement de statut. Et là, effectivement, l'Office étranger va vérifier ce qui a été fait. Par exemple, on a un étudiant qui s'est inscrit d'abord à un bachelier, a pris du temps pour faire son bachelier. Par exemple, au lieu de le faire en 3 ans, il l'a fait en 5 ans, par exemple. Oui. Termine son bachelier, entame un master et puis échoue, par exemple, les examens de premier master. Là, effectivement, même s'il a réussi son bachelier, il avait pris du temps pour faire son bachelier, il a commencé son master. Il faudra faire attention au niveau du renouvellement, de bien justifier l'éventuel échec. Ok, parfait, génial. Merci, ça a été bien clair. Et concernant les conditions des revenus, est-ce qu'il y a un montant, je ne sais pas si vous en avez parlé déjà. Oui, on en a parlé et ce sera aussi dans les slides. Donc, ça sera OK. Ouais, il y a 2 montants à prendre en compte. Le montant que l'étudiant doit justifier, donc qui est indexé chaque année et qui s'élève à 835 € pour 2025-2026. Et ensuite, en fonction de la façon dont on démontre les revenus, si par exemple on a un engagement de prise en charge par un garant, il faut que le garant ait le minimum requis pour le regroupement familial qui s'élève, et à nouveau c'est indexé au moins une fois par an, à 2131,28 € net par mois pour 2025-2026. Et donc, voilà, pour le moment, c'est le montant qui est applicable depuis mai 2025,
qui peut encore être indexé par la suite. Et donc, il faut compter pour un engagement de prise en charge pour un garant en tout 2 966,28 € net. Donc, après charge sociale. 2900, ouais, c'est beaucoup. Voilà, et si ce n'est pas par un engagement de prise en charge, mais c'est par des moyens suffisants, on prend toujours le critère de base de 835 € net par mois, qui soit sont bloqués sur un compte ouvert de l'université, donc à nouveau 12 fois 835 €, on arrive à 10 020 € pour l'année, qui vont être rétribués par la suite, ou bien encore un job d'étudiant, mais donc le job d'étudiant doit permettre à l'étudiant de percevoir au moins 835 € net par mois et maximum 20 heures de travail comme étudiant par mois. Ok. Donc ça, ce sera vraiment indiqué dans les slides. Et d'ailleurs, Ok. cette information se trouve aussi relativement facilement sur le site de l'Office des étrangers. Mais nous, on a vraiment synthétisé le calcul, entre guillemets, également dans les slides. Ok, merci beaucoup. Merci. Et oui, merci beaucoup. Ah, je vais juste voir si j'ai une autre question, mais je pense que oui, oui, on a fait le tour. Ok. Super. Oui. Y a-t-il encore d'autres questions? On peut clôturer? Eh bien, on dirait qu'on a fait le tour. Ben voilà, merci à tous pour votre participation. Donc, comme promis, vous allez recevoir tout ça, pas tout de suite, mais très vite, d'accord? Dans les jours qui viennent, on vous prépare tout ça, le temps de récupérer l'enregistrement, de vous faire ce petit mail. Mais vous aurez tout ça. On vous remercie encore. On vous souhaite une belle journée. Merci, Maître Palsterman, pour cette... Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi à tous. Bon après-midi. Au revoir.